Voici Compte complet extra avec Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à ce spécial Compte complet extra. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Pourquoi extra? Parce que occasionnellement, nous allons faire des balados en milieu de semaine, que ce soit sur des thèmes en raison d'une grosse nouvelle. Bref, tout ça pour être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde du baseball. Et Marc, écoute, aujourd'hui, c'est un spécial et c'est à la demande de plusieurs amateurs de baseball là, sur les statistiques avancées. Oui, exact. Et évidemment, c'est toi l'expert. Alors, c'est moi qui prends le micro pour animer tout ça et te poser les fameuses questions. Et d'entrée de jeu, Alain, on va établir une chose. Bon, on va parler des statistiques traditionnelles avant d'embarquer dans ce qui est devenu les statistiques avancées. Si on faisait le tour rapidement, en commençant par les frappeurs, parce qu'on va aussi toucher les lanceurs, si on touche là, bon, quelles sont les statistiques traditionnelles qui permettaient, bon, à monsieur et madame tout le monde d'évaluer la qualité du joueur? Oui, et ça, Marc, regarde, on a grandi avec ces trois statistiques-là chez les frappeurs. C'est pas compliqué, là. Moyenne au bâton, coup de circuit, point produit. C'est pas des statistiques parfaites, on le sait aujourd'hui, mais partout qu'on regardait le baseball en français, en anglais, c'était les trois statistiques baromètres qu'on utilisait. Bon, moyenne au bâton, coup de circuit, point produit. Moyenne au bâton, Marc, bon, moi, je vais répéter ce que je dis depuis longtemps. La moyenne au bâton, si quelqu'un frappe 330, regarde, tu pars avec un MPP, ça c'est si tu n'as pas de but sur balle, puis si tu n'as pas de coup sûr de plus d'un but à 6,60. Ouais, ça veut dire les MPP, on y reviendra tantôt. C'est sûr qu'à 3,30, tu as des sacrées bonnes chances d'être un joueur offensif au-dessus de la moyenne. Le problème, c'est quand tu descends, même à 300, Marc. Et la moyenne au bâton, je le compare. Si je te demande, par exemple, bon, as-tu de l'argent? Et tu me réponds, écoute, j'ai 5 billets et je ne sais pas si tu as des 5 des 10 des 20 puis des 100. Tu comprends? Chacun des billets n'a pas la même valeur. Ben, c'est la même chose pour les coups sûrs. Je frappe pour 2,80, je ne frappe que des simples. Je n'ai pas la même valeur que si je frappe 2,80 puis que j'ai une bonne proportion de doubles et de coups de circuit. Donc, c'est pour ça que la moyenne au bâton n'est plus devenue un critère de base, sauf pour certains joueurs. Tu comprends? Comme Luis Arraez, c'est un excellent exemple. Lui, il carbure à sa moyenne au bâton parce qu'il n'a pas beaucoup de buts sur balle, parce qu'il ne fera pas beaucoup de coups de circuit. Donc, pour être utile, ça lui prend une grosse moyenne au bâton, ce qu'il a réussi à faire. Je ne sais pas si tu embarques là-dedans, Marc, mais je pense que oui, mais la moyenne au bâton, là, n'est pas complètement disparue parce que quelquefois, on le voit dans des tableaux, bon, performance avec des courants en position de marquer, on nous donne que la moyenne au bâton. Ça ne dit pas toute l'histoire, peu importe la situation. Bon, d'accord avec toi. Par contre, un frappeur de 300 reste un frappeur de 300. On a toujours établi là, qu'un frappeur de 300, alors, même si c'est un frappeur de 300 qui a moins de puissance, ça reste un bon frappeur selon moi. Mais je dois t'avouer, par contre, que moi, ça me frustrait beaucoup, ces statistiques-là. Parce que moi, j'étais un premier frappeur, Alain. Alors oui, la moyenne au bâton était importante, mais là, ce qu'on m'affichait au tableau, j'arrivais au bâton, puis j'avais une bonne moyenne, mais tu sais, 3 circuits, puis 23 points produits. C'est pas mon travail de frapper des circuits puis de produire des points. Mon travail, moi, c'était de me rendre sur les buts, de voler des buts, de marquer des points. Alors moi, tu sais, le baseball, c'est toujours attaché à ces trois statistiques-là. Moyenne, circuit, points produits. Alors que moi, mon rôle, c'était de marquer des points. Alors moi, j'aurais aimé ça que si j'arrive au bâton, on met ma moyenne, c'est correct, mais qu'on mette mon nombre de points marqués, par exemple, ou de buts volés, ou de moyenne de présence sur les buts, qui était pour moi ma grande valeur. C'est pour ça qu'on va revenir tantôt au MPP, mais ça m'a plu, cette statistique-là, lorsque c'est arrivé, parce que ça permettait aussi d'évaluer, évidemment, l'efficacité d'un joueur de mon style à l'époque que je jouais professionnel. La contribution globale à l'attaque de quelqu'un, d'un joueur, en fait. Là. Écoute, tu parles de coup de circuit. Bon, coup de circuit, regarde, ça demeure un coup de circuit, puis ça demeure une arme extrêmement redoutable, très recherchée dans le baseball d'aujourd'hui. Les points produits, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'était la statistique. Bon, quelqu'un qui produit des points, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans les moments importants, en produit.
Écoute, on a déchanté pas mal sur les points produits. Je dis pas que c'est pas important. Si tu rentres troisième, quatrième, si tu en as beaucoup, ça veut dire que tu fais ton travail. José Ramirez en est un bel exemple. Sauf que c'est une statistique, Marc, qui est dépendante de ce qui se passe autour de toi. Tu n'as pas le contrôle sur le nombre de joueurs qui vont être sur les sentiers quand tu arrives au bâton. Puis Bryce Harper, son titre de joueur par excellence de la Ligue nationale, ou joueur le plus utile, il y a une différence entre les deux, il n'y avait pas tant de points produits que ça, sauf que il n'y avait pas de coureur sur les buts quand il se présentait. C'était ça le problème. Mais dans des moments importants, il était là, puis ça se traduisait par certains chiffres, des statistiques sur lesquelles on va élaborer tantôt. Donc, les points produits, c'est comme les points marqués. Les points marqués, c'est la même chose. Tu peux te rendre sur les buts, mais ça dépend toujours du joueur qui est derrière toi, ce qui va te faire avancer, ce qui va... donc, les statistiques dépendantes, Marc, ont perdu de leur lustre. Est-ce que, bon, comme je le mentionnais, si tu en as beaucoup, ça veut dire que tu fais ton travail, mais ça ne dit pas toute la vérité, comme tu le mentionnes, Marc, parce que c'est trop dépendant de tes coéquipiers. Oui, mais ça reste quand même une indication. Ça reste, tu sais, je veux dire, je comprends que si le gars produit 100 points, c'est parce qu'il y avait des gars sur les buts, mais produire 100 points, ça reste que la plupart du temps, lorsque tu avais des coureurs, tu étais en mesure de les faire marquer. Fait que je comprends ce que tu mentionnes, mais ça reste quand même pour moi une indication. Tu as parlé de Bryce Harper, tu as tout à fait raison. C'est dépendant. Donc, je comprends que ce n'est pas parfait, mais ça reste une donnée qui nous indique quand même, surtout si le gars frappe dans le cœur d'une formation, s'il est en mesure de faire un certain travail. Là. Oui, bien écoute, moi l'exemple que je donne souvent pour les 100 points produits, c'est Joe Carter. Et Joe Carter était réputé pour un producteur de points. Tu comprends? Ben, il y a une année, là, avec San Diego, il en a produit 115. Avec un MPP+, en bas de 100. Ça veut dire qu'il y a des joueurs là, qui étaient devant lui, qui se rendaient sur les buts. Tony Gwynn, Pip Roberts, Roberto Alomar. Donc, il y a une année, bon, c'est Manny Ramirez qui en a produit 160. Ben oui, mais pour que tu produis 160 points, Marc, ça prend des gars en avant de toi qui se rendent sur des buts. Et ce qui était le cas avec Roberto Alomar, encore lui, puis Omar Vizquel. Donc, mais tu sais, ça reste un sport d'équipe, Alain. C'est un sport très individuel, mais c'est un sport d'équipe. Alors, absolument. Là, c'est au directeur général de dire, OK, je vais mettre des gars devant un Joe Carter ou devant un Manny Ramirez pour dire, je vais m'organiser pour avoir des gars qui pas nécessairement de la puissance, mais qui se rendent sur les buts, puis après ça, on va avoir une certaine efficacité. OK, si on avance au niveau des lanceurs maintenant, on a victoire, on a défaite, on a moins de points mérités, là. Oui, victoire, défaite, moyen de points mérités, retrait sur des prises. Retrait sur des prises, je le compare au frappeur. C'est quelque chose qui est très recherché, l'équivalent de ce qu'on recherche en puissance, n'est-ce pas? Souvent, il y a une corrélation entre puissance et retrait sur des prises chez les lanceurs. Donc, c'est une statistique qui est encore de mise. Encore, il faut la mettre dans son contexte. Victoire, défaite. Là encore, les victoires, c'est circonstanciel. Tu n'as pas le parfait contrôle de la victoire, ça te prend un appui offensif minimum. Et tous ceux qui mènent la Ligue pour le nombre de victoires, souvent, il y a un appui offensif. Je pense, écoute, là, on remonte presque 40 ans en arrière. Brent Smith, avec les Expos, a connu une saison de 18 victoires. Il avait une bonne moyenne de points mérités, mais il avait de loin le meilleur rapport offensif de l'équipe. Donc, là aussi, est-ce que ça veut dire que, qu'il faut jeter, par la fenêtre, la fiche victoire-défaite, c'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut être très, très prudent là-dessus. Puis regarde, Jack Morris, qui est au temps de la renommée, là, je regarde ses statistiques, il n'a pas été meilleur que Steve Rogers. Je m'excuse, là, mais si Jack Morris, tu sais, on parle du jeu des comparaisons souvent là, avec Harold Bain chez des joueurs d'opposition. Dans le cas de Jack Morris, là, qui se vantait de lancer selon le score, tu regardes sa fiche au complet. Steve Rogers, s'il y avait eu derrière lui l'attaque des Tigers de Détroit, là, c'est pas 150 victoires qu'il y aurait eu. Il y aurait eu probablement il y en aurait eu 200 et on parlerait peut-être de lui comme un candidat à Cooperstown. Ce qui a fait jaser beaucoup, Marc, tu te rappelles le Cy Young de Félix Hernandez qui n'avait pas eu beaucoup de victoires. Il avait été probablement le meilleur lanceur. Ça a été un tournant, ça, je te dirais, chez les lanceurs, là, quant à l'évaluation de ceux-ci par le nombre de victoires. Bon, autrement dit, ce que tu dis, Alain, autant frappeur que lanceur, c'est qu'on avait nos statistiques, nos principales statistiques qui permettaient de faire une évaluation, mais il a fallu
Il a fallu gratter un petit peu pour essayer de comprendre, justement. Et c'est là, finalement, l'arrivée des nouvelles statistiques, donc des statistiques avancées. Oui, exact. Puis même des statistiques conventionnelles, Marc, le nombre de points par match, tu n'avais pas besoin de fouiller très loin pour te rendre compte que les lanceurs qui avaient beaucoup de victoires avaient un bel apport offensif. Puis je vais terminer, Marc, avec, il y a la moyenne de points mérités pour les lanceurs partants, c'est encore un critère. Encore, il faut le mettre dans le contexte. Une bonne moyenne de points mérités, de 3, par exemple, chez un lanceur, c'est pas la même chose s'il lance au Coors Field que s'il lance à Citi Field à New York, le stade des Mets de New York. Ça aussi, on le mettra en contexte tantôt. On va terminer avec les statistiques défensives. À ce jour, Marc, c'est peut-être l'aspect le plus difficile à quantifier. Ce qu'on avait, c'est erreurs et moyennes défensives. Marc, je m'excuse, là, mais je pense qu'on a jeté ça aux poubelles, là, ces deux statistiques-là. Peut-être pas le nombre d'erreurs, mais le nombre d'erreurs, je te dirais, c'est davantage la statistique d'équipe. Une équipe qui mène la ligue pour le nombre d'erreurs, il y a une certaine signification, mais sur le plan individuel, il faut peut-être le mettre là aussi dans son contexte. Oui, parce qu'inévitablement, ton joueur d'haricot va commettre le plus d'erreurs. C'est pas parce qu'il n'est pas un bon joueur, c'est parce qu'il est impliqué dans à peu près tous les jeux. Puis effectivement, la moyenne défensive. C'est vrai que ça, c'est l'aspect que les statistiques avancées nous ont permis de mieux comprendre l'efficacité d'un joueur. Puis je te dirais que ça va aller encore au-delà dans les prochaines années parce qu'on va être en mesure de mesurer encore davantage. On le fait déjà, là, mais la qualité du départ, le nombre de mètres qu'un joueur va couvrir, ce que sa ligne de course était bonne. On n'a pas fini d'évoluer là, à ce niveau-là, surtout en défense. Oui, exact. Donc, c'est à peu près ce qu'on a connu, Marc, jusqu'à l'avènement de Moneyball. Il faut le mentionner, là, c'est là que ça a commencé à changer. Tout ce qu'il y a eu avant l'année 2000, là, c'est les statistiques dont on vient de vous parler, c'était là-dessus qu'on se fiait pour se dire, effectivement, le frappeur qui frappe 300, c'était un bon frappeur. Tu as 15 victoires, tu as eu une bonne saison, etc. Écoute, Alain, juste pour résumer ça rapidement, moi, lorsque j'étais joueur dans les années 90, et je tentais évidemment de faire ma place, moi, tirer un but sur balle, ça me plaisait, tu comprends, parce que ça me permettait d'aller voler des buts ou marquer des points, mais à un moment donné, on me disait, écoute, en anglais, on disait « You're not gonna walk your way to the big leagues ». Donc, autrement dit, tu te rendras pas dans les ligues majeures en soutirant des buts sur balle. Imagine-toi, là, c'était là, fin des années 80, début des années 90. Imagine-toi si, évidemment, on avait appliqué le Moneyball, donc, à l'époque. Oui. Tu sais, ça m'aurait aidé à être encore plus patient au bâton. Oui, mais tu avais quand même ta part de but sur balle à un moment donné. Même, on voit ta carrière évolue, puis tu en reçois de plus en plus. Tu comprenais mieux, évidemment, ton rôle et tout ça, puis probablement une meilleure compréhension de ce que tu faisais au niveau professionnel. Donc, mais ça n'a jamais été valorisé. Ça n'a jamais été valorisé. Non, exact. Moi, je suis content. J'étais content de soutirer le but sur balle, tu comprends? Mais j'ai l'impression que la personne qui prenait la décision pour dire est-ce que ce gars-là avance au 2A, au 3A ou peu importe aux ligues majeures, est-ce que lui valorisait ça? C'était là la question. Oui. Bon. C'est ce qu'on a connu. Maintenant, ce qu'on connaît aujourd'hui, écoute, il y en a pour les fins et les fous. Si vous allez sur le site du baseball majeur, vous regardez la définition des nouvelles statistiques, puis là, il y en a beaucoup. Et on ne fera pas le tour de tout ce qui est disponible, Marc. Tout ça pour vous dire, dépendant de ce qui vous plaît, il y en a qui calculent, le on-base average avec un plus, avec un W, avec un X. Il y en a une tonne de statistiques pour évaluer ce qui se fait, particulièrement à l'attaque. On vous fait grâce de toutes ces statistiques. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y en a beaucoup, mais qu'on va s'attarder sur ce qui est utilisé davantage dans la retransmission de nos matchs et de nos collègues anglophones, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Et pourquoi on s'arrête aussi sur l'explication, pourquoi on s'arrête sur ces statistiques-là. Bon, Marc, à l'attaque, je sais que toi, tu es vendu à la cause du MPP. Pourquoi c'est utilisé le MPP et pourquoi ça va continuer de l'être? Le MPP, c'est la somme de la moyenne de présence sur les buts et de la moyenne de puissance. Bon, présentement, on est autour de 700 dans le baseball majeur. Donc, dans un stade neutre, un frappeur qui a un MPP de 700 est à la moyenne du baseball majeur, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi ça a une telle importance, Marc? Parce que c'est un excellent baromètre
quand on calcule, par exemple, une équipe, puis on veut établir, bon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on marque plus de points? Est-ce que c'est l'équipe qui vole le plus de buts, qui frappe le plus de circuits, qui a une grosse moyenne au bâton, qui a le plus de buts sur balle? Bien, on essaie évidemment de simplifier ça. Et le MPP, tu as un code de corrélation qui est extrêmement élevé entre la production offensive et le MPP, et c'est pour ça qu'il est autant utilisé. Et comme je le mentionnais, c'est sa simplicité qui fait en sorte que, écoute, pour les descripteurs et pour sa compréhension, ben, cette statistique-là est là pour rester. Puis comme tu mentionnais, Marc, si on allait plus loin, on pourrait même, je te dirais, ajouter un pourcentage pour chacune des statistiques. On ne le fera pas parce que ça compliquerait un peu le calcul et ce qu'on a est déjà très, très bon. Et je sais que toi, tu es vendu au MPP. Ben, c'est-à-dire que, et juste en passant, si vous regardez par exemple la télévision en anglais aux États-Unis, c'est le fameux OPS. Donc, nous, on l'a traduit exact. En MPP, là, donc juste pour clarifier. Et moi, pourquoi je trouve ça intéressant? Je vous donne un exemple. Moi, j'étais pas un frappeur de grande puissance lorsque je suis devenu joueur professionnel. Mais j'avais l'impression que j'aidais vraiment mon équipe à gagner parce que je me rendais sur le but et je marquais beaucoup de points. Et là, c'est là que ça nous fait comprendre parce qu'un joueur peut avoir un MPP, je vais dire exemple de 750, parce que sa moyenne de présence sur les buts est très, très élevée, même s'il n'y a pas la puissance qu'un 3 ou 4 ou 5e frappeur d'une formation, alors que le 3 ou 4 ou 5e frappeur de la formation est moins souvent sur les sentiers. Par contre, il génère de la puissance. Alors, lui aussi, il a un MPP, exemple de 750, tu comprends, ce qui rend donc l'efficacité des deux types de joueurs. Donc, si tu as une bonne moyenne de présence sur les buts, tu es constamment sur les buts, un peu moins de puissance, tu vas quand même aider ton équipe. C'est pour ça que le MPP, je le trouvais, j'ai toujours trouvé bon pour évaluer un joueur, pour voir quel genre de rendement il pouvait donner à son équipe. Et tu as raison de mentionner, c'est simple, mais c'est efficace et ça va rester. C'est ce que je pense également, en raison, comme je l'ai mentionné, de la simplicité de compréhension de cette statistique-là. Écoute, on va aller un petit peu plus loin maintenant, le MPP+. Ce que ça donne, ben, ça te donne un critère d'évaluation par rapport au reste de la Ligue. MPP+, à 100, on est au niveau de la Ligue. C'est que ça tient compte, Marc, du stade dans lequel on joue. De là, son importance. Donc, c'est juste un critère de comparaison par rapport au reste de la Ligue. Ça aussi, c'est utilisé, Marc, encore une fois, pour le fait que c'est pas très, très compliqué à comprendre. Là. Ce qui est la force. Bon, alors autrement dit, Alain, c'est un MPP+, en deçà de 100. Oui. Ça veut dire qu'évidemment, tu es en bas de la moyenne du baseball. Donc, ton efficacité est moindre. Il va falloir que tu trouves le moyen d'être au moins à 100. Et là, bien évidemment, lorsque tu es supérieur à 100, ça donne évidemment une autre donnée qui démontre, comme tu as mentionné, qui inclut donc l'endroit où tu joues. Oui. Écoute, Marc, je vais taper sur le même clou, là, mais Charlie Blackmon, bon, il y a un MPP cette saison de 706. C'est au-dessus de la moyenne du baseball majeur. On sait qu'il joue au Colorado. Quand on en tient compte, son MPP+, est à 94. Donc, en deçà de la moyenne du baseball majeur. Et je pense que c'est de plus en plus compris, Marc, que le stade dans lequel on joue a une influence sur tes statistiques à un moment donné. Puis ton MPP+, vient peut-être de nous l'expliquer. Je parle de Charlie Blackmon qui est un cas extrême. Je ne dis pas que c'est une exception, je dis juste que c'est un cas extrême dans le cas de Charlie Blackmon. Puis l'autre extrême, je vais parler du Citi Field, Harrison Bader, il est sur une bonne séquence actuellement, 6,97 son MPP. Comme il joue à New York, ben, il a un MPP+, qui est positif. Autrement dit, s'il jouait dans un stade neutre, ben, son apport offensif serait au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Puis on n'a pas le choix d'aller avec ces statistiques-là au niveau de l'endroit où tu joues, compte tenu que le baseball est un des sports où, c'est pas une arena, c'est pas une glace, c'est pas une dimension exacte. Fenway Park n'est pas la même chose que le Yankee Stadium et vice-versa, vous comprendrez. Donc, c'est important d'avoir ce genre de données-là qui, effectivement, indiquent avec un peu plus de précision l'efficacité du joueur à ce niveau-là. Exact. Dernière chose, Marc, la statistique la plus importante chez les frappeurs, si on avait une, c'est la moyenne de présence sur les buts. Puis, Marc, je pense que c'est pas très, très difficile à comprendre par l'absurde. Le lanceur, c'est quoi son but?
quand il affronte un frappeur, c'est de le retirer. Conséquemment, le frappeur, quel est son but? Se rendre sur les C'est buts. c'est de ne pas être retiré. Donc, de se rendre sur les buts de quelque façon que ce soit, tu comprendras, et effectivement, les études mathématiques le prouvent, là, la statistique la plus importante, c'est la moyenne de présence sur les buts. Petite parenthèse ici, Marc, parce que dans les statistiques avancées qu'on présente de temps à autre, bon, là, il n'y a pas de traduction parce qu'on ne va pas là, mais juste pour la compréhension. Quand on voit un X ou un Y, on base average par exemple, bon, quelle est la signification de ce X et de ce Y? Le X, c'est juste pour expected, autrement dit, ce à quoi on s'attend. La moyenne au bâton, par exemple, il y en a qui vont mettre un X devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la moyenne au bâton que le joueur devrait avoir selon la qualité des contacts. C'est tout simplement ça, c'est pas compliqué. C'est pas celle qu'on voit, mais celle qu'on devrait avoir. Tu le sais, Marc, la balle que tu frappes d'aplomb, parfois, elle est captée. Donc, est-ce qu'il aurait dû avoir un coup sûr? Ben, il y a un pourcentage associé à sa qualité de contact-là. Donc, il y a cette statistique-là qui existe, dont on ne se sert que très peu, parce qu'on en a déjà beaucoup des statistiques. Et de toute façon, Marc, sur une longue période, on va probablement avoir proche de la moyenne qu'on est supposé d'avoir. Ça, bon. Et le W, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement calibré. C'est ça que ça veut dire. Peu importe la statistique qu'on utilise, calibré selon, ça peut être le stade, ça peut être selon les actions qu'on fait. Par exemple, on va donner une valeur à un simple. Le simple n'a pas la même valeur qu'un but sur balle parce qu'un coureur sur les sentiers peut avancer un peu plus. Donc, et c'est des calculs qui peuvent être un peu compliqués. Et comme on l'a mentionné, on préfère y aller avec la simplicité. Je veux juste expliquer ce que veut dire le fameux X et le fameux W dans les statistiques qu'on peut voir. Donc, c'est une petite parenthèse, Marc. Non, mais juste pour... Bon. C'est important de clarifier, Alain, parce qu'effectivement, parfois, on peut se perdre là-dedans, puis ça semble être... ça semble être un calcul mathématique compliqué, mais le fameux expected, Alain, le X, juste en passant, c'est que si le frappeur a l'impression qu'il se fait toujours avoir, c'est-à-dire le gars qui frappe, il est 0 en 4, mais il a frappé 4 balles d'aplomb, puis il a l'impression que jamais il est menotté, puis la balle tombe, ben, ça peut donner une certaine indication. Mais effectivement, sur 500-600 présences au bâton, on va s'entendre qu'à un moment donné, sa moyenne au bâton va indiquer son rendement. Au niveau des lanceurs, Alain, les statistiques donc avancées, mais qui sont simples à comprendre. Bon, la moyenne de points mérités pour un lanceur partant, là, regarde, ça va rester. Et tu as encore l'équivalent du MPP+, c'est-à-dire la moyenne de points mérités plus, qui va tenir compte du stade. On lance beaucoup de manches. Généralement, on commence la manche. Donc, la moyenne de points mérités est encore un critère important pour les lanceurs. Pour les releveurs, il faut aller un petit peu plus loin. Et il y a... Bon, je vais y revenir dans quelques instants pour les lanceurs. Marc, je sais que tu portes énormément d'attention à la moyenne de coureurs par manche. Pour travailler avec toi, là, c'est ça et le ratio retrait sur des prises, but sur balle. Puis je t'avoue que tu es pas mal dans le mille parce que ce sont deux des critères les plus importants chez les lanceurs, en tout cas qui sont recherchés par les équipes. Ben, c'est parce que, surtout pour les releveurs, parce que la moyenne de coureurs par manche, ben, ça indique, est-ce que tu es capable de venir freiner? Est-ce que tu es capable d'empêcher? Moi, je trouve que c'est quelque chose, surtout pour un releveur qui arrive en fin de match, 7, 8, 9e manche, ça indique dans quelle sorte de trouble il va se retrouver rapidement. Là. Exact. C'est encore un excellent critère pour tous les lanceurs. Écoute, pour les releveurs, il y a une statistique sur laquelle je vais insister parce que j'en parle et je pense que ça va prendre du galon, Marc. C'est ce qu'on appelle le WPA, ça c'est en anglais, Win Probability Added, et c'est une valeur ajoutée selon votre présence au monticule, et je pense que c'est la statistique qui est la plus importante chez un releveur. Quand tu rentres dans le match, juste une explication, tu rentres dans le match, tu as une probabilité de gagner X, et quand tu sors, tu as une autre probabilité. Ben écoute, quand tu es rentré et tu es sorti, est-ce que ton équipe a une meilleure chance de gagner, oui ou non? Puis c'est la différence entre les deux qui compte. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que pour les releveurs, cette statistique-là est la plus importante. Il faut fouiller un petit peu et
on pourrait même ajouter pour les frappeurs, Marc. Actuellement, dans la Ligue américaine, il y a un frappeur là, qui passe un peu sous le radar, là, mais dont le win probability added est très élevé. C'est David Fry des Guardians de Cleveland. Même s'il y a 2 joueurs qui ont produit plus de points que lui, mais ça veut dire que Fry a été extrêmement opportuniste dans les moments importants. Je ne sais pas, Marc, quel niveau, toi, de ton côté, tu l'évalues. On parlait de Bryce Harper tantôt et son manque de points produits. Ben écoute, il était parmi les meilleurs du baseball majeur dans le win probability added. L'année qu'il a gagné son 2e titre de joueur le plus utile. Bon, écoute, Alain, moi, je la comprends, la statistique, c'est pas ma préférée. Je comprends tout à fait ça, mais moi, les probabilités de gagner, je veux dire, je suis pas fort là-dessus. Moi, quand tu me montes puis je comprends qu'il y a des parieurs là-dedans, là, mais je suis pas vraiment fort là-dessus. Mais je comprends que ça donne une indication sur si le joueur effectivement est opportuniste ou non, ou s'il est capable de. Bon. Mais c'est pas la première statistique qui va venir en tête pour évaluer, pour regarder si le joueur connaît une bonne saison. Mais je veux dire, on peut s'adapter, puis on peut trouver, on peut l'apprendre, mais je comprends. Je suis content de savoir qu'on peut la comprendre et l'appliquer si bon nous semble. Oui. Écoute, je suis d'accord avec toi sur un point. C'est pas une statistique qui est très utile pendant un match. Ça peut être utile, comme tu le mentionnais, pour des gens qui évaluent certains trucs, par exemple pour les paris. On s'en sert énormément pour ça. Mais pour l'évaluation d'un joueur, c'est là où je pense que le win probability added peut être extrêmement utile. De toute façon, on pourra y revenir parce que, regarde, si on étudie toutes les statistiques, c'est pour augmenter toujours la probabilité que notre équipe gagne. Et ça, tantôt, on va y revenir avec probablement un petit débat là, sur ce qui entoure les décisions prises à la base de ces statistiques. On y va en défense, Marc. On l'a mentionné tantôt, c'est pas facile d'évaluer la défense. Je pense que ça va évoluer, comme tu le mentionnais tantôt, pour toutes sortes de raisons. Il y a 2 statistiques qu'on utilise. Probablement la principale, le UZR. Le UZR, c'est Ultimate Zone Rating. Donc, le rendement ultime du territoire qu'on couvre. C'est utilisé, entre autres, les statistiques avancées. 25% des critères pour le Gant d'Or, ça vient de ces statistiques avancées-là. Le reste, c'est encore une fois les instructeurs et les gérants qui vont voter. Et il y a encore du travail à faire. Le problème, Marc, c'est que ça demeure quand même une évaluation qui est subjective. C'est pour ça que ce ne sera jamais parfait, cette statistique-là, en défense. Oui, bien écoute, je suis tout à fait d'accord. Je comprends qu'on utilise 25% là, pour essayer d'avoir les meilleures données possibles pour l'évaluation, par exemple, du Gant d'Or. Mais effectivement, là, la qualité du départ, la qualité de ligne de course, la qualité. C'est pas facile de gérer tout ça et d'amener ça dans un contexte facile à comprendre pour l'évaluation du joueur, là. Oui. Et on va finir, Marc, avec probablement je dirais la mère de toutes les statistiques, c'est-à-dire le WAR. C'est rendu, Marc, sinon le critère principal sur lequel se fient même ceux qui votent pour les honneurs individuels. C'est pas parfait, controversé même à certains endroits. Je te dirais, la controverse principale, c'était lorsque José Altuve a battu Aaron Judge pour le titre de joueur le plus utile à son équipe. Ça avait été extrêmement controversé. Même Bill James, qui est le gourou des statistiques avancées dans le baseball, il a commencé dans les années 70-80, était en furie contre l'utilisation du WAR à cette fin. Écoute, il y a des statistiques parfaites si on en cherche, Marc. On va attendre longtemps parce que c'est impossible. Je veux dire, il y a trop de fluctuations dans le rendement des joueurs. C'est pas parfait. Il y a des joueurs qui ont des séquences qui sont meilleurs que d'autres, même à l'intérieur d'une saison de 162 matchs. Donc, si on attend après la statistique parfaite, on va attendre longtemps. Ça n'existe pas. Ce n'est pas des robots qui jouent. Donc, à ce niveau-là, le débat entourant de ces statistiques globales va continuer jusqu'à temps qu'on va finir notre carrière de descripteur. C'est pas compliqué, là. Bon, écoute, juste pour faire comprendre aux gens, le fameux WAR, c'est Win Above Replacement.
Moi, ce qui m'agace un peu là-dedans, Alain, c'est que tu regardes sur Baseball Reference, ils ont leur propre WAR. Tu regardes sur Fangraph, ils ont leur propre WAR qui n'est pas nécessairement bon. Fait que le calcul, à quelque part, est un peu différent. Ça reste que le classement se ressemble énormément, évidemment, mais c'est une autre indication, absolument. Là, j'ai pas de problème parce qu'on utilise le même calcul. Bon, exemple, Baseball America pour tous les joueurs. Puis, donc, ça donne quelque chose. Et je sais que effectivement, l'industrie, la planète baseball l'utilise beaucoup maintenant. Parce que c'est pas facile à expliquer, le fameux WAR à Alain, parce que ça inclut à peu près tout ce qu'on est capable d'inclure dans une statistique, là. Exact. Ça tient compte du stade dans lequel on joue. Ça tient compte de tout ce qu'on fait sur le terrain, de ton rendement en défense. Si tu as, par exemple, un MPP à 7,50, ben ton WAR ne sera pas le même si tu joues au premier but que si tu joues à l'arrêt-court. Dans la mesure où à l'arrêt-court, tu fais un bon travail en défense. Donc, puis, un exemple que je pourrais te donner, Marc, un joueur qui a polarisé énormément le monde baseball, c'est Adam Dunn. Qui frappait beaucoup de coups de circuit, qui n'avait pas une grosse moyenne au bâton, beaucoup de buts sur balle. Et je regardais juste par comparaison son MPP par rapport à son MPP+, c'est-à-dire en carrière comparativement à celui d'André Dawson. Adam Dunn était un meilleur frappeur qu'André Dawson, même si André Dawson frappait pour 300. André Dawson n'était pas capable de recevoir des buts sur balle. Sauf que si tu mets 8 Adam Dunn sur le terrain, les 8 André Dawson, ça se peut qu'en défense, ton lanceur t'aime pas beaucoup, là, si tu as 8 Adam Dunn. Tu comprends? Donc, l'apport défensif d'André Dawson rehausse sa valeur et ça paraît dans le WAR. C'est de là l'utilité de cette statistique-là pour évaluer ce qu'un joueur, globalement, va faire sur le terrain. Donc, tout ça pour dire là, que le WAR, c'est devenu une référence de la part de plusieurs. On s'en sert énormément. Il faudrait peut-être à un moment donné, expliquer un petit peu, rendu à quel moment un WAR est bon et à quel moment ton WAR, t'es mieux de penser à remplacer ton joueur. Je pense à Derek Jeter, Marc, en fin de carrière, il y a eu une saison où son WAR était juste au-dessus de 0. Son apport à l'attaque qui était correct, mais sans plus, et un gant qui était en descente. Tu comprends qu'à une position importante, si ta défense est en bas de la moyenne puis ton rendement à l'attaque n'est pas très très fort, ça veut dire que Jeter a joué juste au-dessus du niveau d'un joueur, limite du baseball majeur. Il s'est repris, il y a eu une bonne dernière saison. Tout ça pour dire que lorsqu'on met tout ça ensemble, parfois, ça nous fait demander, est-ce qu'on serait pas mieux finalement de passer à d'autres choses? Oui, effectivement. Donc, je pense que c'est assez clair comme explication. Ouais. Alain, si on tombe maintenant dans les stratégies, que ce soit les amortis, les vols de but, puis on va rentrer aussi dans les retraits productifs. Bon, exact. Écoute, là, on a toutes ces statistiques-là. Il y a des stratégies qui ont pris le bord avec le temps, Marc. Nous, on a grandi avec ce qu'on appelle la petite balle, avec le sacrifice, le vol de but. Comme tu dis, oui, les instructeurs demandaient des retraits productifs. Tu as connu Tommy Lasorda qui insistait énormément là-dessus. Dans le grand livre, ceux qui le faisaient, évidemment, recevaient une bonne tape dans le dos. Ça arrive encore aujourd'hui. Pourquoi ces stratégies-là ont-ils... ils n'ont pas complètement disparu, ils ont encore leur utilité. Ce qu'il faut comprendre, Marc, c'est que peu importe la situation, et je dis bien peu importe, un retrait va supprimer la probabilité de marquer de points. Supprimer, c'est un peu fort, là, mais va réduire de façon importante le nombre de points. Je fais toujours référence à Earl Weaver. Je ne sais pas s'il y avait des chiffres, mais il était en avant de son temps avec le circuit de 3 points. Lui, son déposé l'amorti, demandait à ses joueurs en défense, occupez-vous même pas de celui qui avance. Moi, je veux le retrait. Et moi, l'amorti, je vais le déposer si j'ai l'assurance que ça va être le point qui va faire la différence en fin de match. Et c'est pour ça, Marc, qu'on a vu moins de vols de but. Parce que lorsqu'on a un coureur sur des buts, il est précieux. On veut pas risquer le retrait. Comme je le mentionnais, ça réduit ton nombre de points que tu peux marquer dans une manche. Même chose pour l'amorti. Quant au retrait productif, là, je vais être sévère, Marc, mais dans le livre de la plupart de ceux qui évaluent un petit peu tes chances de marquer des points,
Un retrait productif, ça n'existe pas. Je vais aller aussi loin que ça. Bon. Là, c'est pas un jugement que je fais. Je fais juste citer les gens qui sont dans le milieu des statistiques. Et je te dirais même, et là, je pense qu'on va être en désaccord, les équipes ne demandent pas un retrait productif. T'as un gars au deuxième, pas de retrait. Ce que les joueurs demandent aux frappeurs, frappe la balle d'aplomb. J'aime mieux avoir 3 chances que tu me frappes un coup sûr qu'avoir un gars au troisième avec 2. Alors là, Alain, c'est à mon tour de parler. Vas-y, je te laisse aller. Bon, alors, voilà le problème du baseball actuellement. Tu viens de décrire parfaitement le problème du baseball. C'est que c'est des gens de statistiques qui décident c'est quoi qui est bon et qui est pas bon. Et c'est là que je suis pas d'accord. Moi, je m'excuse, mais un amorti pour marquer le premier ou pour prendre les devants ou pour prendre... Ça va encore, selon, à mes yeux, ça va rester efficace. Ça va rester efficace. Le vol de but va rester efficace, surtout si tu as une moyenne de 80%. Si tu voles le but, tu viens d'empêcher le double jeu. La statistique peut pas t'imaginer qu'il y a un vol de but peut-être qui sera pas... il y a un vol de but qui sera pas nécessairement... qui va changer un peu la donne. Donc, la statistique va aussi loin qu'elle peut aller. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, au contraire, je mettrais une statistique, donc, pour les retraits productifs. Je m'excuse, Alain, mais c'est un coureur au deuxième, pas de retrait, là. Si, après ta présence au bâton, ce coureur-là est rendu au troisième, c'est un retrait productif. Parce que le frappeur suivant frappe un simple roulant au milieu de l'avant-champ, puis il va avoir un point produit, puis tu viens de marquer. Alors ça en est un retrait productif. C'est un retrait, je comprends, puis ils sont précieux, ces retraits-là, il y en a juste 27. Je le comprends très bien. Mais prendre les devants 1-0, par exemple, ou prendre les devants 3-0 parce que tu viens d'avoir un retrait productif, ou même 2 à la limite parce que ton roulant au deuxième but avec un coureur au troisième vient de produire un point. Tu sais, t'es 0-1, là, ta statistique de moyenne au bâton puis de moyenne de présence sur les buts, c'est pas bon, mais t'as un point produit qui vient donc d'ajouter à ça. Il faut arrêter de toujours se dire que c'est quoi les probabilités. Je les comprends au baseball, mais la game, le jeu se joue sur le terrain. Puis le point que tu viens marquer, là, psychologiquement pour l'autre équipe, il fait mal. Tu peux pas le calculer dans une statistique, ça. Tu le sais, tu peux pas. Fait que il y a une limite à tout ça. J'acquiesce à tout ce que tu as dit sur les statistiques, puis ça nous aide à comprendre des choses. Mais à un moment donné, là, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de retrait productif dans le baseball. C'est, à la limite, Alain, je ne veux pas être trop sévère, mais c'est pas connaître le jeu si on pense ainsi. Parce que tu peux. C'est pas de même que ça fonctionne. Alors, il y a l'aspect psychologique est mal compris au baseball. Tu sais, on prend l'exemple de Blake Snell lorsqu'on l'avait retiré parce qu'on voulait pas lui faire vivre un troisième tour au bâton de l'adversaire. C'est l'exemple, toujours. Oui. Mais est-ce que vous savez à quel point dans l'abri adverse que c'était tellement fort, l'énergie que ça a créé d'enlever le gars qu'on n'est pas capable de frapper. Mettez n'importe qui en relève, on vient d'avoir un boost d'énergie incroyable, puis là, le taux de concentration meilleur, puis on va le frapper, le gars, après, juste parce que lui, on n'était pas capable de le solutionner. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas calculer, et c'est pour ça que je trouve que des fois, on va trop loin dans nos statistiques, dans nos prises de décision. J'adore avoir l'information, mais à un moment donné, c'est ce qui se passe sur le terrain qui va déterminer, Alain, exactement si c'est une bonne idée de déposer un amorti, si c'est une bonne idée de tenter l'amorti, compte tenu des frappeurs qui suivent dans l'ordre, par exemple. Tu sais, tu voleras pas le but si, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Donc, et c'est là que je trouve que on dépasse un peu l'imaginaire avec l'utilisation de toutes ces statistiques. Puis, il y a un commentaire que j'ai entendu récemment. Un des problèmes dans le baseball actuellement, c'est que les gens qui gèrent les équipes ne connaissent pas le jeu. On connaît les statistiques, on connaît les probabilités, mais on ne connaît pas le jeu. Puis le jeu va toujours rester le jeu. Le jeu va toujours rester émotif, va toujours rester l'aspect humain de tout ça, qu'on est en train d'enlever puis qui me rend pas très heureux d'ailleurs à ce niveau-là. Non, ça je peux m'en apercevoir et je peux le sentir, Marc, en travaillant avec toi de façon quotidienne. Le spectacle demeure encore bon et la preuve que c'est pas des robots qui jouent, Marc, ça me fait toujours sourire alors que ces joueurs-là sont sur le terrain
plusieurs heures par jour pendant 6 mois et ajoute 1 mois et demi au camp d'entraînement. C'est le sport que je trouve, c'est pas que c'est drôle, mais je trouve ça amusant, Marc, parce que les joueurs, c'est peut-être le sport où les joueurs paraissent le plus mal quand ça commence à déraper. Tu sais, quand là, commence à avoir un mauvais relais au deuxième puis le jeu dérape, là, je m'excuse, tu peux pas faire autrement que de sourire quand tu regardes ça. Des professionnels qui sont au sommet de leur art. Je pense qu'il n'y a pas un sport où les joueurs paraissent le plus mal quand ça dérape. Moi ça me fait sourire tout le temps. Et c'est la preuve que c'est pas des robots là, qui sont en train de jouer. Ceci étant dit, ce que je veux dire par rapport au premier point, tu as un point quand même qui est intéressant. Pourquoi? Parce que, Marc, c'est même aujourd'hui, le premier point, l'équipe qui marque le premier point a 2 chances sur 3 de gagner. Bon. Est-ce qu'on exagère sur ce premier point-là? Je sais que le premier gérant des Expos, Gene Mauch, donnait une importance démesurée à ce premier point-là. Le problème d'insister à marquer sur ce premier point-là en déposant l'amorti, c'est que peut-être que tu t'enlèves une chance d'avoir plus qu'un point. C'est là où j'ai de la difficulté. En fin de match, j'ai pas de souci avec ça. Dans certaines circonstances, moi je pense aux Astros de Houston, s'il y a un deuxième étage, là, ou s'il y a une équipe qui se fie sur les statistiques, c'est bien les Astros de Houston. Pourtant, on a fait faire des amortis à Martin Maldonado pendant les 2 dernières années à profusion. Pourquoi? Parce que les chances qu'il soit retiré étaient trop élevées, donc on aime mieux faire avancer le coureur. Et ça, je le comprends. Il y a de la place pour le but volé et pour des bons athlètes qui sont capables d'en profiter. La plus belle remontée de l'histoire du baseball majeur a été créée par quoi, Marc? Par un but volé. Exact. Donc, tout ça est encore bon, et je le comprends. Mais en début de match, il y a des situations, puis même à la fin, Marc, moi j'ai vu un match cette année où les Yankees ont perdu en prolongation. Je comprends, ils avaient demandé l'amorti. Écoute, bon, ils ont marqué 2 points, mais en déposant l'amorti, se sont peut-être enlevé l'occasion d'en marquer davantage. Ils ont perdu ce match-là. Ben oui, mais tu sais, Alain, ça fait partie du sport. Ouais. Là, bon, tu sais, mais regarde le premier frappeur d'une manche. Il se rend sur les buts, Alain. Tu sais, on le dit souvent dans nos reportages, là, but sur balle au premier frappeur d'une manche. C'est quoi le pourcentage qui vient marquer? Il est très élevé, même sans but volé et sans amorti sacrifié. Exact, il est quand même très élevé. Alors, les instructeurs de lanceurs, ils disent quoi, leurs lanceurs? Éviter comme la peste d'accorder un but sur balle, surtout au premier frappeur de la manche, parce on est bon. Alors, c'est un peu la même chose. Si tu marques le premier, ou si tu marques, tu sais, je veux dire, on donne l'importance à quelque chose, là, comme premier frappeur, mais on donne finalement pas tant d'importance pour le marquer le premier point, parce que tu pourras en marquer 2. Oui. En tout cas, je veux dire, tu sais, on pourrait s'obstiner longtemps là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je pense que tu l'as bien décrit. Tu sais, tout dépend de la situation. Est-ce que c'est Maldonado qui se présente au bâton ou c'est un gars qui peut frapper un double? Tu sais, moi, j'aime pas ça après 2 retraits lorsqu'un joueur tente de faire une amortie surprise, par exemple. Parce que là, effectivement, là, ça va prendre qu'il soit sauf au premier, qu'il tente de voler le deuxième. Tu sais, là, la probabilité devient difficile. Mais si tu frappes un double après 2 retraits, tu te places en position de marquer. Donc, alors, c'est pour ça que comment les formations partantes sont bâties, comment, tu sais, dans quelle séquence actuellement? Est-ce que ton équipe frappe ou frappe pas? Tu sais, alors, si, par exemple, les Blue Jays ne frappent pas actuellement, peut-être que l'amorti devrait être, regarde, on va aller chercher des points de cette façon-là. On n'est pas capable d'aller chercher des coups sûrs ou des doubles ou des triples quand c'est le temps. Mais si ton équipe se met à frapper puis à frapper, ben, on peut serrer l'amorti dans notre petite poche en arrière. Mais là, on retombe dans un passage à vide. On peut le ressortir. C'est ce que je veux dire, c'est que tu sais, tout dépend de ta formation, dans l'état que tu es, le lanceur que tu affrontes. Tu sais, il y a trop de choses différentes au baseball pour dire, ben ça c'est bon, puis ça c'est pas bon. Ben aujourd'hui, ça c'est bon parce que il y a telle situation. C'est comme un lanceur. On nous dit, là, le 3e tour au bâton, l'adversaire frappe ou son MPP est de 1000. Mais aujourd'hui, il est dominant. C'est clair que ce gars-là, il ne se fera pas frapper ou c'est clair qu'il a son étoffe qu'il n'a jamais eu. Ben, on le laisse tuer. Donc, c'est pour ça que je dis ça dépend de trop de choses, le baseball, pour se permettre de toujours dire, ben, c'est ça, la statistique nous indique ça, c'est ça qu'on va faire. Écoute, Marc, 2 choses. D'abord, c'est drôle que tu parles de la moitié après 2 retraits, parce que j'en ai vu un cette semaine. Je ne sais pas si tu l'as vu, Luke Rayleigh avec les Mariners de Seattle. Après 2 retraits, en fin de match,
On avait besoin de plusieurs points. On avait des points de retard. Et moi, honnêtement, sur le coup, Rayleigh, capable de frapper avec puissance, mais j'ai trouvé ça brillant parce que son circuit, c'était pas celui qui était pour permettre aux Mariners de revenir de l'arrière. On avait juste besoin que ça roule. Et moi, j'ai trouvé ça brillant de la part de Luke Rayleigh. Tout ça pour dire que c'est circonstanciel. Ben exact. Exact. Bon, exact. L'autre aspect, Marc, et c'est là que c'est compliqué, la prise de décision. La prise de décision quant au moment où tu enlèves un lanceur. Et là, c'est le statisticien pur qui parle. C'est pas une question d'opinion. C'est qu'à un moment donné, là, il faut que tu tranches. Il faut que tu traces une ligne. Est-ce que ta ligne devrait être un peu plus épaisse pour donner de l'attitude? On pourra en discuter. Mais quand, dans ton processus décisionnel, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Et c'est là où c'est extrêmement... La ligne, là, tu sais, je te parle de l'épaissir, là, mais pas si épaisse que ça. À un moment donné, parce que si tu laisses la place au jugement, au jugement pur, comme on dit, ben, OK, les chiffres, tu les utilises quand? Parce qu'on le sait, les gérants prennent de moins en moins de décisions. C'est pour ça que c'est pas si évident que ça, Marc, de dire OK, il va bien, mais dans un autre match, bon, est-ce qu'il va si bien? Est-ce qu'il va. Tu sais, c'est pas si facile que ça de rendre une décision. Je défends pas le fait qu'on ait enlevé Blake Snell en 2000. Je te dis juste que c'est pas si évident que ça, la prise de décision, qu'elle soit au deuxième étage ou de la part du gérant, après les réunions d'avant-match. Non, puis écoute, tu viens de faire le sommaire de tout ça, Alain, c'est que c'est pas évident. Donc, prenons les statistiques. Les tendances de ce joueur-là, c'est ça. Mais la situation dans laquelle on se retrouve actuellement, c'est une autre chose. Et là, comment marier tout ça pour dire, là, je vais prendre la meilleure décision possible? Je le sais que c'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que prends les deux côtés, tu sais, pour prendre la meilleure décision. Le côté statistique, absolument. Ce que tu vois présentement ou la situation dans laquelle on se trouve. Puis là, marie ça ensemble, dire, OK, bien là, je vais prendre ma décision. Mm-hmm. Le problème, souvent, c'est que si c'est tout un ou tout l'autre, c'est là qu'on se retrouve un petit peu dans le trouble. Ben, c'est ça, justement, Marc. C'est ça, la prise de décision, elle est faite en fonction de données qu'on a. Et je veux juste dire une chose par rapport à juste de données. Pas juste de données. Je le sais. Mais regarde, on s'en va là, on est clair. On se fie énormément à ça. Et la prise de décision, elle est faite en fonction d'augmenter la probabilité de gagner. Et ça revient à ça. Toutes les décisions prises, qu'elles soient, puis même, écoute, il y a 40 ans, la décision de P.D. Martin, puis de Dick Williams, puis de Gene Mauch, nomme-les tous, de tous les gérants qui sont passés, elles ont toutes été prises en fonction d'augmenter la probabilité de gagner. On a plus d'informations qu'on avait auparavant. Et regarde, les décisions qu'on prend, et je parle de probabilité, puis des probabilités à 100%, il n'en existe pas. Blake Snell aurait pu continuer, puis il aurait pu se faire frapper. Oui, il n'y a absolument. pas de garantie qu'il aurait été bon. Tout à fait d'accord. Moi, juste une parenthèse là-dessus, la mauvaise décision, certains diront que c'est Blake Snell, mais c'est d'avoir envoyé Nick Anderson alors qu'il se faisait cogner depuis 2 semaines dans la série. Ça, c'était une erreur à mon sens. Mais tu sais, Alain, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Tu prends une décision sur c'est quoi mes meilleures chances. Au lieu d'utiliser la probabilité, là, je vais dire c'est quoi mes meilleures chances de gagner aujourd'hui. Bon, c'est ça, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose. Alors, c'est normal qu'on pense ainsi. Tu sais, il me reste 9 retraits à aller chercher en relève. Qui je vais utiliser? Ils ont des gauchers, ils ont des droitiers. Bon, je comprends ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je pense vraiment que c'est encore une fois le côté hybride de tout ça. Alors, je ne veux pas qu'on s'étire trop longtemps là-dessus, mais... Oui, mais c'est le cœur quand même, Marc, du débat actuel dans le baseball majeur. Absolument. Sur la façon de diriger des équipes. Là, mais je pense, Alain, je pense qu'on arrive à un certain point où on adore les prises... Tu sais, les prises de décision ont été... J'ai l'impression prise presque à 100% sur les données, là, en tout cas dans le baseball récent. Et là, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu. Je dis pas que c'est rendu 50-50, mais j'ai l'impression qu'on comprend peut-être mieux ce qui se passe sur un terrain, puis tout l'aspect qui est non calculable va reprendre un petit peu plus d'espace pour finalement avoir la meilleure formule possible
pour se donner donc les meilleures chances de gagner. Oui, écoute, c'est un débat qu'on va avoir, j'ai l'impression, encore, Marc. On parle du baseball, là, mais au football, on a vu les Lions de Détroit cette année prendre des décisions qui sont à contre-courant de tout ce qui s'est fait. Moi, j'ai l'impression que le hockey va embarquer là-dedans à un moment donné. De quelle façon est-ce que ça va se traduire? Dieu seul le sait. Et même au baseball, Marc, il y a peut-être d'autres transformations qui s'en viennent quant à l'utilisation, par exemple, des lanceurs. On ne sait pas encore quoi faire avec les coudes. Est-ce qu'on doit les faire lancer un peu plus pour qu'ils se développent? Est-ce qu'on doit y aller avec 6 partants? Des joueurs de position, bon, il y en a qui sont probablement plus en mesure de jouer 162 matchs, d'autres, il faut qu'ils en jouent 130. J'ai l'impression, Marc, qu'il y a encore une évolution qui s'en vient dans l'étude statistique et peut-être la prochaine, c'est dans l'utilisation des joueurs. Là. En tout cas, j'espère qu'on a été assez clair au niveau des explications des statistiques. Là, je pense qu'on connaît chacun nos... Oui. Écoute, je veux juste préciser une chose. Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour le but volé. Moi, je pense 2 retraits coureurs au premier. C'est même pour quelqu'un qui est le moindrement, qui se déplace bien, c'est la stratégie adoptée. À moins, évidemment, tu te retrouves 8e frappeur, puis c'est le 9e qui est au bâton. Tu préfères commencer la manche suivante avec ton premier frappeur. Mais 2 retraits, tenter de voler le 2e, c'est pas une mauvaise stratégie. L'amorti, regarde, en fin de match, si tu as un releveur qui est dominant, c'est l'égalité, tu as besoin d'un seul point pour prendre l'avance. Si tu penses que tu as une meilleure chance avec ton coureur au 2e, effectivement, Marc, le coureur au 2e, un retrait, tes chances sont légèrement supérieures de marquer 1 point, mais d'en marquer 1. Je veux le préciser. Alors, on va terminer là-dessus, Alain, mais je pense que le mot circonstanciel est très important ici parce que c'est pour ça que il n'y a pas une situation pareille dans le baseball, il n'y a pas une formation pareille, il n'y a pas une. Le lanceur que tu affrontes est toujours différent, puis faut en tenir compte. Oui, absolument. Regarde. Tout ça pour dire, Marc, que le sport évolue, va continuer d'évoluer. Mais je pense que le spectacle est encore très, très bon dans le monde du baseball. On va continuer de le suivre avec passion. Marc, écoute, je pense qu'on pourrait avoir non seulement ce débat-là, mais un autre balado l'année prochaine sur les tendances dans le baseball, parce que c'est sûr que ça va continuer de changer. Et par rapport aux décisions qui se rendent, Marc, moi, ce que je souhaiterais, je sais que ça n'arrivera pas, malheureusement, mais si on souhaite donner des responsabilités aux gérants, s'il vous plaît, faites frapper le lanceur. Il n'y aura pas le choix d'en prendre des décisions à ce moment-là. Effectivement, ça va être un autre débat. Absolument. Marc, notre prochain balado, c'est lundi. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez émettre vos commentaires sur nos différentes plateformes. Vous pouvez aller sur notre site Internet ou encore sur notre page Facebook Compte Complet. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, le débat est encore ouvert. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas.